rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin quand l'un d'entre eux manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Les jamais au grand jamais, son trou dans l'eau se refermait. 100 ans après, aucun ne sort, il manquait encore. Merci Pierre. C'est la première fois en 20 ans que j'accueille un Sauguin en tête d'affiche. Donc du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose de très sympa pour moi. Donc on accueille donc, pour cette soirée M. Bernard Longeant, qui est venu aujourd'hui spécialement de Sète pour cette conférence, et M. Pierre Duplat. Donc vous aurez en fait en 2 temps une conférence sur Brassens, donc, qui va commencer donc maintenant. Qui sera accompagné, illustré par Pierre, justement, à la guitare. Donc ça sera quelque chose de beaucoup plus vivant, voilà, et illustré d'une manière un petit peu plus originale. Et après, donc, on aura une petite pause. Vous pourrez donc rencontrer M. Longeant avec Pascal de la librairie Grenouille, avec les livres qu'il a amenés, en fait, que M. Longeant a écrit. Donc, on pourra discuter avec lui, lui poser des questions, faire dédicacer les ouvrages. Et on se retrouve puisque la conférence va durer une petite heure et quart, un truc comme ça, à peu près. Donc on se retrouvera pas très longtemps après pour le récital de Pierre à 20h30. Donc voilà, vous êtes aussi les bienvenus pour cette seconde partie. Que dire d'autre? Je ne sais pas, rien d'autre. On est vraiment très heureux d'être dans cette petite salle qui est quand même légèrement plus confortable que celle du centre culturel, qui s'y prête, qui se prête bien à ces petites formes de proximité. Donc voilà, on continuera à programmer et à faire diverses petites programmations dans ce lieu. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, et puis je vous laisse avec nos artistes. Merci Stéphane. Alors moi je suis ravi effectivement, parce qu'il y a beaucoup de têtes connues ici. Je suis ravi qu'on puisse se retrouver autour de Brassens. Ça aurait pu être autour du livre que j'avais écrit sur Sogg, mais je pense que Brassens est beaucoup plus rassembleur. On va démarrer dans le vif du sujet. Je vais demander à Pierre de nous chanter un couplet des copains d'abord, que vous connaissez tous, qui va nous permettre de lancer cette causerie qui va être effectivement de parcourir la vie et l'œuvre du troubadour sétois, sans trop rentrer dans les détails, mais je vais surtout parler de ses origines et de ce qui l'a formé, en fait, de ce qui a permis à Georges de devenir Brassens. On écoute Pierre pendant un couplet de la chanson des copains d'abord. Merci. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin quand l'un d'entre eux manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Les jamais au grand jamais, son trou dans l'eau se refermait. 100 ans après, aucun ne sort, il manquait encore. Merci Pierre. Voilà, alors j'ai choisi ce couplet parce que 100 ans. Parce que effectivement cette année on a fêté et on les a fêtés dignement à Sète notamment, mais dans toute la France et même dans, je dirais, en Europe. On a fêté les 100 ans de celui que je qualifie de génie de la chanson française, et je pèse mes mots. Donc il est né le 22 octobre 1921, il est décédé le 29 octobre, donc 6 jours après ses 60 ans. 1981. Il est né à Sète, il est décédé à Saint-Gilles-du-Fesque au nord de Montpellier. 60 ans bien remplis, lui qui n'était pas destiné pourtant à la chanson parce qu'il n'a jamais étudié la musique. Alors Brassens, en quelques chiffres, avant de rentrer dans le vif du sujet, en quelques chiffres qui sont relativement parlants, je crois, c'est 82 langues. Ces chansons ont été traduites en 82 langues. C'est unique au monde. J'ai fait des recherches chez tous les chanteurs, alors évidemment français, mais même les chanteurs étrangers, la plupart, alors ceux qui sont anglais,
la plupart du temps ne sont pas traduits sauf en espagnol et en français, des gens comme Bob Dylan ou Leonard Cohen. Brassens est le seul donc, à avoir été traduit en autant de langues. Il faut imaginer Brassens en hébreu, en anglais, en espagnol, en japonais, en chinois même. Et puis dans des dialectes qu'on n'imagine même pas, dans des dialectes africains ou sud-américains. C'est fabuleux et comme je le disais, c'est unique. Et ça, c'est quelque chose c'est un mot que j'utiliserai certainement très souvent ce soir, parce que je considère qu'il est unique dans ce monde-là. Un deuxième chiffre, c'est 6000. 6000, c'est le nombre d'interprètes qui ont enregistré des disques de chansons de Brassens. Et ça aussi, c'est totalement unique. Les seuls deux exemples que l'on a, c'est en fait deux chansons. C'est La Mère de Charles Trenet, qui a été traduite, effectivement, qui a été interprétée par des milliers d'autres interprètes, et Comme d'habitude aussi, qui a été interprétée par quelques milliers d'interprètes. Mais personne n'a la chance de Brassens d'avoir été interprété plus de 6000 fois. Et quand je dis interprété, c'est vraiment des disques complets. C'est-à-dire 15 chansons pour 12-15 chansons pour un 33 tours, et une vingtaine de chansons pour des CD. Donc c'est fabuleux ça. Et ça reste inégalé, à mon avis inégalable. C'est probablement pour ça qu'il reste et qu'il demeure intemporel. On en est à la 3e génération d'interprètes. Alors toute cette année, on a certes organisé des festivités que j'ai eu le plaisir d'animer depuis le 9 juin. Donc le premier jour du déconfinement, en fait, on a démarré les festivités et on a programmé 250 événements. Depuis le 9 juin, ça va se terminer au mois de décembre. Des concerts, des conférences, des colloques, des jeux pour enfants, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer autour de Brassens. Et quand je dis qu'on est la 3e génération, c'est-à-dire la première génération d'après Brassens, c'était Le Forestier, Renaud, Dutheil, enfin vous les connaissez, Souchon. Ensuite, il y a eu la génération Olivier Ruiz, Ronan Luce, Catherine Ringer, ainsi de suite. Et la 3e génération, des très jeunes, donc Pomme, Clou, Corinne, des DJ qui reprennent Brassens, des rappeurs. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est qu'il est chanté, interprété avec des musiques nouvelles. Ce qui prouve la richesse de sa musique. En fait, on a trop souvent oublié que Brassens n'était pas que poète, il était aussi musicien, et un grand musicien. Hier, j'ai justement assisté à un colloque où un musicologue nous a fait une comparaison de la richesse harmonique des mélodies de Brassens, et il comparait donc avec des sonates de Chopin, avec Gershwin et avec Mozart. Et là, je veux dire qu'on était tous ébahis, parce que personne n'avait osé faire cette comparaison. Enfin, toi qui es musicien, tu connais la richesse de la musique. Brassens, quand on simplifie en accords, c'est à peu près 150 accords. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres interprètes. La plupart ont 60 à 80 accords, et lui, 150, et des accords plutôt compliqués qui font tordre les doigts sur les guitares. Voilà, donc ça c'était juste mon introduction. On va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, on va parler un peu de sa vie, comment il a été formé, comment il a vécu. Et on va démarrer par une première chanson. Alors, les chansons, ça va être des extraits, hein, des couplets ou des refrains qui vont permettre de guider ma causerie. Et après, bien sûr, on rentrera plus dans le détail au niveau musical, dans le concert de Pierre à partir de 20h. Là, donc, on va démarrer par une chanson qui s'appelle Maman, Papa. Maman, papa, en faisant cette chanson, maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer. Autant mon cœur ne vous prenez encore pas. Maman, papa, maman, papa. Merci Pierre. Voilà une chanson très swing d'ailleurs. On a souvent l'habitude de dire que Brassens c'est la pompe, c'est deux accords, et en fait non, c'est une richesse. Là on entend le swing, on entend des accords de jazz derrière. Alors pourquoi maman, papa? Parce que je vais vous parler de ses origines.
Donc sa maman était italienne, d'origine italienne. Les parents d'Elvira d'Agrosa, donc sa mère, venaient du sud de l'Italie, au sud de Naples, dans les Pouilles, donc on est au sud de la Botte. Et ils ont émigré en France au moment de l'unité italienne, quand Garibaldi a fait l'unité italienne, donc on est dans les années 1880. Donc les Italiens du Sud sont montés soit vers le nord d'Italie, soit vers le sud de la France. Et donc les pêcheurs, donc, puisque ce sont des familles de pêcheurs, ont émigré notamment à Sète. Donc à Sète, on a une grosse colonie d'Italiens, même aujourd'hui encore, la moitié de Sète, enfin à peu près la moitié est italienne, l'autre moitié est espagnole, d'origine. Et Elvira, donc, elle est née à Sète, parce que ses parents ont émigré un an avant qu'elle naisse, en 1881. Alors donc ça c'est Elvira. Le papa, donc Jean-Louis Brassens, lui, il est né à Castelnaudary, donc il est d'origine chaurienne. Et pourquoi est-il venu à Sète? Eh bien parce que, pourquoi ses parents sont venus à Sète? Parce que les pêcheurs, ils avaient besoin de construire des maisons. On avait besoin de maçons, donc il y avait peu de maçons, et on les faisait venir donc de l'Aude, de Castelnaudary. Et toute la lignée des Brassens, c'est une lignée de bâtisseurs. Quand on remonte l'arbre généalogique jusqu'au XVIe siècle, on a des menuisiers, des maçons, des charpentiers et des tuiliers. Voilà, donc c'est toute la lignée des Brassens. Georges Brassens est le premier non-bâtisseur, en fait. Enfin, lui, il a bâti une œuvre quand même, mais disons pas des maisons. Donc les Chauriens sont arrivés à la fin du XIXe siècle pour bâtir les maisons de pêcheurs des Italiens. Donc là je passe assez vite, j'arrive à 1911, 1911. Elvira rencontre un monsieur qui s'appelle Adolphe Comte, qui est tonnelier à Bouzic, de l'autre côté de l'étang de Thau, de Sète. Et elle se marie avec lui, et en 1912 elle a une fille qui s'appelle Simone. Adolphe Comte part à la guerre de 1914, 1915 il est tué à Verdun, et coïncidence incroyable, c'est que dans cette tranchée où il est tué, il y a aussi Jean-Louis Brassens. Donc Adolphe Comte, le mari d'Elvira, est dans le même régiment et dans la même tranchée même que Jean-Louis Brassens. Donc Jean-Louis Brassens, lui, il passe la guerre, il est blessé, mais il revient en 1918 à Sète. Et dans la rue où habite Elvira d'Agrosa, à côté, aujourd'hui c'est la rue Brassens à Sète, à l'époque elle s'appelait rue de l'Hospice, la maison voisine d'Agrosa, c'est la maison des Brassens. Comme Elvira est veuve, mère d'une petite fille, eh bien les deux familles se connaissent, les Brassens et les d'Agrosa, et donc Elvira ou Jean-Louis va séduire Elvira, je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait, mais en tout cas ils tombent amoureux tous les deux, et donc Jean-Louis Brassens va épouser Elvira d'Agrosa en 1919. Et donc je rappelle qu'elle est maman d'une petite fille donc qui a 7 ans en 1919. Et en 1921 donc va naître le petit Georges, donc le 22 octobre. Donc Brassens va grandir, alors il va grandir en fait dans cette famille mi-italienne, mi-chaurienne, avec cette grande sœur qui a 9 ans de plus que lui. Et il va grandir en fait dans deux mondes totalement divergents, totalement opposés. Elvira est une catholique, mais une vraie catholique fervente. Elle va à la messe tous les matins, elle va au vêpres l'après-midi. Voilà, donc on dirait que c'est une grenouille de béniquier. À l'inverse, Jean-Louis Brassens, lui, est un libre penseur. Il est pieds à l'église. Il reste toujours sur le parvis lorsqu'il s'agit d'aller dans les communions, les enterrements, sauf pour son mariage. Il a daigné quand même franchir le seuil de l'église, mais c'est la seule fois de sa vie où il va aller jusqu'à l'autel. Alors donc, il faut imaginer le petit Brassens qui grandit donc entre une mère très catholique et un père libre penseur, donc libre penseur vraiment libertaire en fait, qui lui laisse faire à peu près tout ce qu'il veut, et puis par contre une mère plutôt autoritaire, qui lui apprend le respect de la morale, enfin, de tout ce que l'on peut imaginer, surtout à l'époque on avait une véritable éducation, y compris dans les écoles bien sûr. Alors il va dans l'école catholique, sa sœur est à l'école Saint-Vincent, donc il va faire la même chose. Il va dans l'école de sa sœur, petite classe,
donc maternelle, primaire, et puis ensuite il ira au collège Paul Valéry, enfin au collège de Sète qui devient ensuite le lycée Paul Valéry. Alors il y a une anecdote intéressante qui se passe au niveau de la maternelle, c'est quand même un enfant très turbulent, et il est tellement turbulent qu'à un moment la maîtresse l'enferme dans un placard. Il a un tel rejet de l'autorité qu'il lui pousse 13 fleurons sur la tête. Et donc ça c'est une anecdote que je trouve très très intéressante parce que son rejet de l'autorité en fait ne se démentira jamais. Et je pense que c'est peut-être le premier jalon qui fait qu'il va rejeter toute sa vie durant l'autorité sociale, politique. Bon, on en reparlera, mais c'est vrai que ça a été son fil rouge. J'étais en train de réfléchir où vous l'avez après. Donc là, on est dans l'enfance. Alors, un point important aussi de l'enfance, c'est le refus de sa mère. Il rêvait de faire de la musique et de la chanson, en fait. Vous savez, à l'époque, dans les années 20-30, tout le monde chantait, en fait. Tout le monde, notamment les Italiens. Le bel canto, c'était... Et tout le monde avait une mandoline à la maison. Donc, on chantait beaucoup, et on chantait surtout dans les rues. Allez, on distribuait les partitions petit format, vous savez, que tout le monde en fait avait, et si on n'avait pas les moyens de s'acheter des partitions qui étaient colportées par les chanteurs de rue, eh bien on recopiait les chansons dans des cahiers de chansons et on se les passait entre voisins, et on chantait beaucoup. Et Brassens disait qu'il connaissait quand il avait 5 ans 200 chansons, c'est énorme. Il disait que quand il en avait 10, il en connaissait 1000. Et ensuite, il disait que quand il était adulte, il en connaissait 5000. Donc des chansons, pas les siennes évidemment, toutes les chansons des années 20, 30, 40 ensuite. C'est-à-dire Dania, Fréhel, Réventura, Tranchant, Mireille, voilà, toutes les vedettes de ces années-là. Et donc il voulait faire le conservatoire de musique, mais sa mère a refusé. Donc ça c'est l'autorité de la maman. Le refus de faire le conservatoire de musique, et je crois qu'il lui en voudra toute sa vie. Mais il s'est bien rattrapé depuis quand même. On passe à l'adolescence, donc l'école ça marche pas très bien pour lui. Les deux seules matières dans lesquelles il excelle, c'est le français, ce qui est relativement logique quand on voit la suite, et le sport, c'est tout. Tout le reste c'est plutôt passable, voire médiocre, c'est pas très très bon. Ensuite on passe à l'adolescence, on est dans les années 30, 35, 36, 37, il a 15 ans, 16 ans. C'est un fou de cinéma, Brassens, on ne sait pas ça, mais il était passionné de cinéma américain. Il y avait un cinéma à 7, il y avait 6 cinémas à l'époque, à 7, il n'y en a plus qu'un, et il y avait une salle qui ne diffusait que des films américains, donc de ces années 30, donc c'était Spencer Tracy, Clark Gable, et Gary Cooper, et ils avaient tous la petite moustache, et donc Brassens, en 1938, se laisse pousser la moustache. Il ne la rasera plus jamais d'ailleurs. Elle s'amplifiera au fil des ans, mais voilà, la moustache de Brassens, c'est bien en 1938, c'est les premières photos que l'on a. Alors, c'est l'époque des premiers flirts, hein, il y a 17, 18 ans, mais il n'y a pas d'argent de poche, donc le papa maçon, il gagne sa vie, mais pas de manière mirobolante. Et donc, il a une petite bande de copains avec lesquels il va faire les 400 coups. Et là, on va passer à la chanson des 4 bacheliers. Nous étions 4 bacheliers sans vergogne, la vraie crème des écoliers, pour offrir aux filles des fleurs sans vergogne. Nous nous fîmes un peu voleurs, les sycophantes du pays sans vergogne. Aux gendarmes nous ont trahis, et l'on vit 4 bacheliers sans vergogne, qu'on emmène les mains liées. Merci Pierre. Voilà, donc là vous avez compris,
Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que 80% des chansons de Brassens sont autobiographiques. Donc c'est pour ça que j'utilise ces chansons pour parsemer la causerie et vous voyez que là c'est très significatif. Alors l'histoire des 4 bacheliers, c'est la fameuse affaire des bijoux, une affaire qui est fondatrice de tout. Elle est fondatrice de l'œuvre de Brassens et elle est fondatrice de sa vie ultérieure. Alors vous me direz, il y a toujours un événement qui est fondateur de quelque chose, mais là c'est vraiment très très significatif. Alors en fait, donc, effectivement, ils n'ont pas d'argent, donc pour offrir aux filles des fleurs ou pour les inviter au cinéma, eh bien, ils vont se faire un peu voleurs, comme il dit. Ils vont au départ emprunter quelques bijoux de Brassens à sa sœur ou à la maman. Ils vont voler des espèces dans le portefeuille de la grand-mère, de la maman. Et puis petit à petit, ça va s'étendre. Alors c'est une bande de 8 voyous, mais c'est un peu ça, c'est pas vraiment des voyous, mais bon, ils s'entraînent les uns les autres quand même. Et de fil en aiguille, eh bien, ils vont perpétrer une vingtaine de vols qui sont quand même relativement conséquents au fur et à mesure où on avance dans le temps. Ça se passe au printemps de l'année 1939. C'est important comme date. Il n'a pas encore 18 ans, hein, puisqu'il aura 18 ans le 22 octobre 1939. Et alors les bijoux, eh bien, ils les revendent à une bijoutière de Sète, qui elle, donc qui devient recelleuse, et qui va faire l'énorme bêtise de les mettre en vitrine. Là, évidemment, bon, il y a forcément une dame qui a reconnu ces bijoux à un moment donné, et qui va porter plainte. Et puis donc, il y a plainte, il y a interrogatoire, commissariat, et puis il y a procès. Alors, on a très peu parlé de cette affaire-là parce que il y a eu comme une chape de plomb en fait, alors probablement de la famille, des amis, et puis les comptes rendus des tribunaux, les minutes du tribunal, des tribunaux n'étaient pas encore ouvertes. Elles ne se sont ouvertes qu'en 2009. Donc j'ai pu avoir accès au compte rendu. Il fallait 70 ans en fait. Hein. Donc ça s'est ouvert en 2009 parce que c'était un tribunal de mineurs. Ils étaient tous mineurs à l'époque, hein, je rappelle, la majorité était à 21 ans. Et là, je suis tombé de haut parce qu'on disait que Brassens avait juste fait le guet, qu'il avait participé, mais qu'il avait été un peu forcé par ses copains. Pas du tout. En fait, quand on regarde les condamnations, elles sont importantes. Elles vont de 3 mois à 2 ans avec sursis. Ce sont toutes des condamnations avec sursis. Mais donc les bijoutières, puisqu'elles étaient deux, hein, c'était 2 vieilles filles qui tenaient les bijouteries, donc elles ont eu 2 ans avec sursis, mais Brassens aussi a eu 2 ans avec sursis. Et c'est le seul de la bande à avoir eu cette condamnation aussi forte. Tous les autres ont eu 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc ça veut dire qu'il était quand même, non pas le guetteur, mais il était plutôt chef de bande. Enfin, c'est la déduction que l'on peut en faire. Et c'est pas la déduction que j'en fais, il suffit de lire les interrogatoires du commissariat, en fait, qui sont joints au tribunal correctionnel pour comprendre qu'effectivement, il était plutôt chef de bande que porteur de valise, je dirais. Donc, effectivement, voilà. Ça, c'est une des premières raisons qui fait que Brassens a changé de nature à ce moment-là. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, évidemment, c'est la honte de la famille. Imaginez Elvira, la maman, fervente catholique, c'est insupportable. Elle allait au marché et elle avait toutes ses voisines qui jasaient, donc c'était la rumeur, c'était insupportable pour la famille. Bon, le papa lui s'en fichait un peu, mais donc l'idée c'était que... Alors ils ont été virés de l'école, bien sûr. Hein. C'est le tribunal, c'est mois de mai, fin mai, donc ils ont été virés tout de suite du lycée tous. Enfin, c'est un peu logique. Hein. Victor Laville, qui était un des copains de Brassens, me racontait que les gendarmes étaient venus dans la salle de classe et ils sont repartis les menottes au poignet quand même. Hein. Donc c'était... Vous imaginez le scandale hein, dans une ville relativement petite. Hein. C'est presque comme si c'était à Langeac, en fait. Donc tout le monde se connaît, tout le monde, en tout cas dans les quartiers, on se connaissait, et notamment parmi les Italiens, tout le monde se connaissait évidemment. Voilà, donc c'est le gros scandale, et il faut que le petit, que l'ado s'en aille, quoi. Il ne peut pas rester à Sète, c'est pas possible. Bon, sauf qu'il y a eu le 1er septembre 1939, donc la guerre est déclarée,
il y a des petits soucis, on peut pas encore bouger, c'est le droit de guerre pendant la fin de l'année, et on va attendre le début de l'année 1940, janvier 1940, et là, il va être condamné par la famille à monter à Paris. Et là, on va avoir une chanson qui explique cette montée. Il le raconte très bien. C'est des ricochets. J'avais 18 ans, tout juste quittant ma ville natale. Un beau jour au guet, je vins débarquer dans la capitale. J'entrais pas au cri d'homme de Paris en Île-de-France, que ton Rastignac n'est pour Balzac de ma concurrence, de ma concurrence. Voilà, donc il monte à Paris, janvier 1940, banni de Sète quand même. Il faut voir qu'il est parti par la petite porte. Et où va-t-il? Eh bien, il va chez la tante Antoinette, chez une sœur d'Elvira, qui s'appelle Antonetta. Donc la tante Antoinette, dans le 14e arrondissement de Paris, rue d'Alésia. Et là, il va se passer un événement incroyable, c'est que dès qu'il entre dans l'appartement de la tante, il y a un piano. Et donc, à ça tilt, le jeune Brassens qui, lui, rêvait de faire de la musique, il s'assoit devant le piano, et il commence, sans connaître absolument la musique, il commence à vouloir interpréter les chansons, les chansons qu'il aimait, les chansons favorites. Lui avait déjà écrit des poèmes auparavant, quand il était au lycée, et comme beaucoup d'ados, il avait écrit des poèmes, mais il n'avait jamais essayé de faire de la musique. Il en avait l'idée, puisqu'il avait voulu faire le conservatoire, mais il en avait jamais. Donc là, il va s'acheter des partitions, il va s'acheter une méthode de musique, il va apprendre la musique, il va commencer à apprendre le piano. Alors on est donc en 1940, il va quand même, alors la tante la regarde d'un mauvais œil quand même, le regarde d'un mauvais œil parce qu'elle aimerait bien qu'il travaille, qu'il ramène un peu d'argent. Alors il va essayer de travailler, il va travailler une semaine chez un libraire, mais ça ne marche pas, il va travailler une autre semaine chez un relieur, bon, il n'aime pas trop, il va se faire embaucher chez Renault, à Boulogne-Billancourt, alors là il va travailler 2 mois quand même, donc c'est énorme pour lui, c'est les seuls moments de sa vie où il a travaillé, comment dirais-je, chez un patron, enfin où il a travaillé, où il a eu des bulletins de salaire, on va dire. Donc, bon, chez Renault, ça se passe parce que ça doit se passer, mais pas plus que ça. Et il continue donc sa passion qui est vraiment la chanson, la musique. Donc il continue à apprendre la musique, à interpréter les musiques des autres, et petit à petit, il commence à écrire des chansons. Donc il commence à mettre ses propres poèmes en musique. 1940, 1941. Mais là, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, c'est qu'il va avoir un coup de foudre avec une dame. Et cette dame, c'est la Jeanne dont on parle évidemment beaucoup, dont il a évidemment beaucoup parlé. Jeanne est lingère et femme de ménage chez la tante Antoinette. La tante Antoinette, en fait, elle habite un grand appartement qu'elle gère en fait pour un général d'armée qui a des appartements dans un immeuble. Et en fait, elle fait on dirait du Airbnb aujourd'hui. Elle fait de la sous-location en fait des appartements. Et donc Jeanne, qui est donc ménagère, femme de ménage, donc s'occupe de gérer toutes ces affaires, de nettoyer, de faire le ménage des appartements. Et des draps notamment. Et donc Brassens et Jeanne tombent amoureux l'un de l'autre. C'est vraiment un coup de foudre réciproque. Il l'a très bien raconté ça d'ailleurs. Bon, sauf que Jeanne a 30 ans de plus. Brassens a 20 ans. Hein. On est en 1940, il a même 19 ans. Et pour la petite anecdote, ils vont quand même rester 25 ans ensemble. Hein. Donc, on va écouter Jeanne, d'ailleurs. On va écouter Jeanne tout de suite. Chez Jeanne, la Jeanne, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, et comme par un miracle, par enchantement, on fait partie de la famille. Dans son cœur en se poussant un peu, reste encore une petite place.
La Jeanne, elle est pauvre, sa table est souvent mal servie, mais le peu qu'on y trouve suffit pour la vie, par la façon qu'elle nous donne. Son pain ressemble à du gâteau, et son nom à du vin comme de gouttes d'eau. Super, merci Pierre. Jeanne s'appelle Jeanne Le Boniec, elle est bretonne, et elle est mariée à un Auvergnat qui s'appelle Marcel Planche. Alors, on a beaucoup glosé sur le fameux Auvergnat. On a dit que finalement Marcel Planche, il est né à Brie-Comte-Robert dans la banlieue parisienne. C'est un faux Auvergnat. Mais pas du tout en fait. J'ai regardé son arbre généalogique. Ses parents sont des vrais Cantalous. Ses grands-parents aussi, ses arrière-grands-parents. Donc c'est un vrai pur Auvergnat qui a émigré à Paris parce que ses parents étaient bougnats comme la plupart des Cantalous ou des Altiligériens d'ailleurs ou des Ruthénois. Il y a beaucoup d'Auvergnats, vous savez, sont montés à Paris au début du XXe siècle pour aller vendre du charbon et pour aller tenir des bistrots. Donc Marcel Planche et Jeanne Le Boniec sont mariés. Donc ça veut dire que effectivement Brassens est en train de séduire une femme mariée. Alors je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est que Brassens disait que à cette époque-là, lorsqu'on avait envie de faire l'amour à une dame, on n'avait que deux solutions. Soit on allait voir les prostituées, soit on allait voir les femmes mariées. Il n'y a pas d'autre solution, sinon il fallait épouser la fille que l'on aimait. Donc c'est un peu vrai, en fait. Bon, il y a évidemment des exceptions, mais c'était à peu près les seules solutions qu'on avait. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Et c'est ce qui, je dirais, c'est ce qui justifie le fait qu'il ait été relativement souvent infidèle. Alors c'est très ambigu, Brassens, parce qu'il est à la fois très fidèle envers les femmes qu'il aime, mais en même temps, il en a plusieurs en même temps. Voilà. Donc c'est assez particulier, la fidélité chez Brassens. Donc là, l'histoire de Brassens et de Jeanne, donc 1941-1942, elle est prégnante, mais ils n'habitent pas ensemble. Lui, il est toujours chez la tante Antoinette, et elle habite avec son mari, donc place Florimond, dans le 4e arrondissement de Paris. Début 1943, c'est le STO, donc il est convoqué STO, il s'en va. Il va dans la banlieue de Berlin, à Basdorf. Et donc là, pendant un an, il va monter des moteurs d'avion chez BMW. Donc c'est le travail obligatoire. Mais il a beaucoup de chance parce qu'en mars 1944, il demande une permission et il l'obtient. Il prend prétexte que sa grand-mère est morte, sauf que ses deux grand-mères sont déjà mortes depuis pas mal d'années. Bon, ça a marché, les Allemands se sont fait avoir, visiblement. Et donc il a cette permission. Alors évidemment, il revient à Paris et il ne retournera pas en Allemagne, vous vous en doutez. Donc il va se cacher. Et où va-t-il se cacher? Eh bien, il va se cacher chez Jeanne, chez la Jeanne. Alors, sauf que je vais vous décrire comment est l'impasse Florimond. L'impasse Florimond, il faut imaginer une pièce au rez-de-chaussée qui fait une vingtaine de mètres carrés et une pièce à l'étage. C'est tout. Et donc de la même surface et une petite courette devant. À l'époque, il n'y a pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité, pas de toilette. Donc on va chercher l'eau à la fontaine, pas la fontaine du village, mais la fontaine du quartier en fait. Les toilettes sont des toilettes publiques. Voilà, donc on se lave dans la bassine, dans la cour, il n'y a pas d'eau chaude, bien sûr. Voilà. Donc ça se passe comme ça. Brassens disait qu'il vivait dans un taudis, mais qu'il aimait ça, que ça ne le gênait pas. Donc lui, à l'étage, il avait son bureau et sa chambre. Et en dessous, donc vivaient Jeanne et Marcel, donc c'était ce qu'on appelle un ménage à trois, en quelque sorte. Et puis, en fait, tout se passait dans la cour, enfin, la cuisine était dans la petite cour devant, même l'hiver, je ne sais pas comment ils faisaient, mais bon, il n'y avait pas de chauffage, bien sûr. Mais bon, il n'y a pas qu'à Paris que c'était comme ça, dans les campagnes aussi, on a connu ça, même dans nos enfances, hein, je pense. Donc, bon, c'était évidemment précaire, il n'y avait pas d'argent. Marcel était garagiste, était carrossier exactement, mais bon là, ça marchait plus, il commençait à picoler, c'était même un ivrogne très avancé, puisqu'il est mort d'un cancer du foie quelques années après.
Et donc ça permettait à Georges et Jeanne de vivre leur amour en toute quiétude. Mais quand même, bon, l'argent ne rentre pas, et ce n'est pas pour ça que Brassens va travailler. Non, non, lui, il continue à étudier ses poèmes. Alors il va dans la bibliothèque du 14e arrondissement, et il étudie la prosodie, il étudie la poésie, il s'imprègne de tous les auteurs. Alors il faisait un truc incroyable, c'est qu'il essayait de réécrire les poèmes des autres. Alors il essayait de les réécrire en les améliorant, les rimes, en les rendant plus riches. Il disait, il n'y a qu'un poète où je n'ai jamais pu faire mieux, c'est Baudelaire. Il n'a jamais pu faire mieux que des rimes de Baudelaire, mais par contre, il a réécrit par exemple des poèmes de Victor Hugo relativement, entre guillemets, facilement. Donc ça veut dire qu'il avait quand même une certaine facilité et qu'il avait bien intégré ce qu'était la prosodie, parce que bon, c'est quand même assez complexe. Et voilà, donc on est 44, 45, la vie vis-à-vis son petit rythme, mais quand même il va publier, grâce à Jeanne, grâce à quelques argent qu'elle a mis de côté, parce qu'elle arrive quand même à mettre de l'argent de côté. Alors elle est toujours lingère, hein, donc elle gagne sa vie, bon, elle fait vivre 3 personnes plus toute une ménagerie. Il y a une ribambelle de chats, de chiens, il y a des tortues, il y a un perroquet, il y a même un singe, enfin bon, il y a une grosse ménagerie dans ces 40 mètres carrés, enfin dans ces même 20 mètres carrés, il y a la petite cour. On se demande comment ça vit tout ça, mais ça marche. C'est l'arche de Noé, en quelque sorte. Et la vie avance quand même, et donc il va publier, grâce à Jeanne, deux volumes. Un qui s'appelle À l'avant-botte, donc un premier recueil de poèmes, et un deuxième qui s'appelle Des coups d'épée dans l'eau. Donc le premier est tiré à 50 exemplaires pour les copains en fait, et le deuxième à 40, pareil pour les copains. Bien sûr, il n'est pas vendu parce qu'il n'a pas d'éditeur, donc ça se passe, c'est une édition à compte d'auteur à l'époque. Et puis les années passent, il a quand même appris la musique, hein, avec ses moyens à lui. Et on arrive en 1947. Alors, 1947, il se passe 2 choses importantes. Il va rencontrer dans le bistrot préféré de Marcel, il va rencontrer une bande d'anarchistes avec lesquels il va copiner et avec lesquels il va passer de très très bons moments. Et ses amis, il va les garder d'ailleurs toute sa vie. Et là, ses amis vont le faire entrer dans le journal dans la revue, dans le quotidien de la Fédération anarchiste, qui s'appelle Le Libertaire. Donc là, il va écrire dans Le Libertaire pendant 1 an et demi, et des articles plutôt très très violents. Donc des articles anarchistes, oui, c'est-à-dire qu'on tape sur la police, sur la gendarmerie, sur la justice, sur la religion, mais on n'hésite pas à dire mort aux flics, quoi. Ça va jusque-là. C'est mort aux lois, vive l'anarchie, mais mort aux flics. On casse du flic. C'est vrai que quand on entend des fois ce qui se passe aujourd'hui, bon, je dis, c'est fou, mais Brassens écrivait ça. Et c'est hallucinant de lire ce qu'il écrivait à propos des flics et des juges, d'ailleurs. Alors des juges, je pense vu ce qu'il avait vécu en 1939, on peut le comprendre. Donc il y avait ce rejet de l'autorité caractérisé. Et alors pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la fameuse affaire des bijoux était fondatrice de tout, en fait? C'est parce que la mauvaise réputation vient de là. La mauvaise réputation de Brassens, c'est ça. Il a écrit des chansons fabuleuses, donc la mauvaise réputation, je suis un voyou, celui qui a mal tourné, et j'aurais pu virer malhonnête, toutes ces chansons, en fait, sont nées de l'affaire des bijoux. Et donc, sans cette affaire-là, il ne serait pas monté à Paris. En tout cas, pas à ce moment-là, pas en 1940. Il n'aurait pas rencontré Jeanne, chez Antoinette. S'il était monté à Paris plus tard, ça aurait été après la guerre, d'une autre manière. Et peut-être qu'il n'aurait pas fait le STO, peut-être qu'à 7, il serait rentré dans la résistance. Voilà. Donc, il n'aurait pas eu évidemment cette même vie, il n'aurait pas rencontré Jeanne. Voilà. Donc, pour ça que je dis, l'affaire des bijoux est fondatrice de tout, de la vie et de l'œuvre. Et là, en 1947, donc, hormis les copains de la Fédération anarchiste, il va également rencontrer une dame qui s'appelle Jo Heimann, qui est une blonde estonienne, qui est mariée, elle aussi, qui a un petit garçon qui s'appelle Ivan,
et ils vont tomber amoureux sur le quai du métro. Alors en réalité, ils s'étaient déjà rencontrés, croisés en 1942, dit Brassens. Il s'était passé quelque chose, mais personne n'avait osé aller, aucun des deux n'avait osé aller vers l'autre. Par contre, en 1947, oui, là, il y a une séduction qui s'opère, et Brassens va vers Joa, et donc il la séduit, et ils vont sortir ensemble, et ça va être la femme de sa vie. C'est Pübchen, donc puisqu'il l'appelle Pübchen, petite poupée en yiddish. Pübchen va être la femme de sa vie, c'est elle qui lui fermera les yeux le 29 octobre 1981. Et donc il lui a écrit une très très belle chanson qui s'appelle « Je me suis fait tout petit » devant une poupée. Donc la poupée, c'est Pübchen. J'étais dur à cuire, elle m'a converti, la fine mouche, et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Galérant de lait quand elle sourit, quand elle chante, et les dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Une très très belle chanson, donc qui est dédiée à son amoureuse, à l'amour de sa vie, à son éternel fiancé, comme il disait, celle avec laquelle il ne se mariera pas. Il va écrire 4 chansons pour Pübchen. Il va écrire donc Je me suis fait tout petit. Il va écrire la fameuse Non demande à mariage. Donc ça c'est la liberté absolue du couple, hein, cette fameuse Non demande à mariage. Il va écrire également J'ai rendez-vous avec vous. Alors le principe de ce couple, c'est de ne pas vivre ensemble, comme il le dit dans la Non demande à mariage. Elle vit rue Mouton de Vernay, lui il vit chez Jeanne, toujours. Il va vivre chez Jeanne jusqu'en 1947. Donc il est toujours avec Jeanne, mais sauf que l'amour qu'il y a entre Jeanne et Georges s'est transformé au fil du temps en amour que je qualifierais de maternel, amour filial. Voilà, c'est une relation différente. Les 30 ans d'écart doivent se marquer au fil du temps, bien sûr. Donc lui, il vit chez Jeanne, elle vit dans son appartement, et ils se donnent rendez-vous toutes les semaines, tous les mercredis, ils ont rendez-vous chez elle, en fait, de manière officielle. Ils ne vivent pas ensemble, ils ne dorment même pas ensemble, en fait. Ça se fera beaucoup plus tard ensuite. Et il a écrit également, donc j'ai dit un nom demande à mariage, je me suis fait tout petit, j'ai rendez-vous avec vous, et une 4e chanson qui est, pour moi, la plus belle chanson d'amour, c'est Saturne, qui est une magnifique chanson sur le temps qui passe, et qui fait qu'on aime toujours, qu'on aime la femme, que l'on aime même vieillissante, même avec ses cheveux blancs, un grain de sel dans ses cheveux. Enfin, c'est une chanson absolument magnifique, que tu chanteras peut-être ce soir. Voilà, donc ça je vous suggère de la réécouter, de bien la déguster, elle est formidable. Et la chanson qui se termine par et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller. Effectivement, les gamines, on s'en fiche parce que on est avec la femme que l'on aime. Bon, sauf que lui, il en a d'autres. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Alors justement, il en a d'autres, et je vais parler d'une autre un peu plus tard. Alors là, en même temps, il sort avec d'autres... Il a une aventure avec une petite Jo, là, qui s'est prostituée, mais il ne le savait pas. Et ça va lui donner une chanson qui est incroyable, qui s'appelle « Le mauvais sujet repenti ». Et il va d'ailleurs avoir une maladie qu'on appelle la chaude pisse. Et il va écrire une chanson là-dessus qui s'appelle, le titre de la chanson, c'est la chaude pisse. Alors, il a peu chanté sur scène, celle-là, effectivement. Mais il a écrit quand même cette chanson-là, et Le mauvais sujet repenti, où il parle des gonocoques, de la maladie, et il parle de Galien, effectivement, une belle allusion à ces grands, au serment d'Hippocrate notamment. Donc, je reviens, donc La Petite Jo, c'est une aventure qui dure quand même. Il a fait 2 chansons, c'est quand même pas mal. Il en a une autre qui s'appelle
qui s'appelle Simone, une aventure assez incroyable. Ensuite, une femme mariée, puisque effectivement, il n'avait que des femmes mariées. Et il l'appelle le succube, en fait. Donc, le démon. Cette femme arrive un jour chez Jeanne avec un revolver et elle voulait tuer la Jeanne, effectivement, voire elle voulait tuer tout le monde. Donc, il a eu quand même des histoires assez rocambolesques, je dirais. Donc voilà, donc ça nous amène dans la fin des années 40, début des années 50. Il commence à vouloir... donc il a écrit des chansons, cette fois, on n'est plus dans les poèmes, il a écrit des chansons, il a écrit... Par exemple, Maman, Papa est déjà écrite dans ces années-là. La mauvaise réputation est déjà écrite. Hécatombe, Le Gorille, toutes ces chansons sont écrites dans les années 46, 47, 48, 49. Alors ce qu'il essaye de faire, il essaye de les chanter au cabaret pour les vendre, parce que son idée c'était de les faire interpréter par d'autres, de trouver des interprètes. C'était la grande mode à l'époque. Il y avait des auteurs, des paroliers, des musiciens, et puis il y avait des chanteurs, des interprètes. Donc son idée c'était ça, c'était de faire chanter ses chansons par d'autres, et donc il va dans les cabarets, il fait la tournée, mais il est refusé partout, il fait l'écluse, il fait le Lapin Agile, enfin il fait tous les grands cabarets de la rive gauche et ceux de Montmartre, et ça ne marche jamais. Jusqu'au jour de 1952, le 29 janvier 1952, il va chez Patachou grâce à un de ses meilleurs copains, Victor Laville, toujours lui. Victor Laville travaille chez Paris Match, et donc il a, d'ailleurs chez Paris Match, il y avait pas mal de Sétois à l'époque. Le grand patron, c'était un Sétois, le rédacteur chef aussi. Victor qui était maquettiste, était aussi Sétois, voilà. Donc, il connaissait pas mal de monde, et il amène, le 29 janvier, donc 52, il amène Brassens chez Patachou. Patachou, c'était un cabaret au-dessus de la butte Montmartre. Elle tenait en fait une pâtisserie, elle s'appelle Henriette Dragon, elle tenait une pâtisserie, et donc derrière il y avait une salle qu'elle a transformée en cabaret. Donc Patachou, vous l'avez compris, c'est son surnom parce qu'elle était pâtissière, bien sûr. Et dans ce cabaret, la particularité, c'est que quand les messieurs arrivaient, elle leur coupait la cravate et les suspendait au plafond. Alors ça, c'était le truc de Patachou, donc il y avait des centaines de cravates au plafond. Et la deuxième particularité, c'était qu'elle chantait des chansons plutôt grivoises. Et donc le public, pour une fois, a apprécié les chansons de Brassens, parce que là, il chante La mauvaise réputation, Hécatombe, Le Gorille, et donc ça passe très très bien. Sauf que lui, il ne venait pas pour chanter, il venait pour vendre ses chansons, en espérant que quelqu'un veuille bien les interpréter. Donc il demande à Patachou si elle veut bien les interpréter. Et Patachou, il dit, donc il se revoit le lendemain, il dit d'accord, mais moi je ne chante que les chansons pour toutes les oreilles. Donc La chasse aux papillons, Je me suis fait tout petit, les bancs publics, voilà. Les chansons pour toutes les oreilles. Par contre, toi tu vas sur scène et tu interprètes les autres. Gorille, mauvaise réputation, Hécatombe, ainsi de suite. Mauvais sujet repenti. Et puis voilà, et c'est comme ça que Brassens se retrouve sur scène tous les soirs chez Patachou, et qu'un soir du mois de février, un monsieur qui s'appelle Jacques Canetti, qui dirigeait les Trois Baudets, mais qui aussi dirigeait la firme Polydor chez Philips, bon, il tombe en extase devant Brassens, mais même devant son interprétation, devant son culot, devant la manière de chanter, et donc il lui fait enregistrer son premier disque en mars 1952. Le succès, évidemment, va être colossal, parce que là, il va enregistrer 3 disques cette année-là, et le succès ne se démentira jamais. Alors, Patachou, c'est important aussi dans la vie de Brassens, parce qu'ils vont avoir une histoire d'amour, une grande histoire d'amour qui va durer 2 ans, donc l'année 1952 et l'année 1953. Donc, il faut imaginer qu'il avait donc trois femmes à demeure, si je puis dire, donc il avait Pupchen toujours, donc son amoureuse éternelle, mais qu'il ne voyait que très rarement donc, en rendez-vous. Patachou, il ne la voyait qu'en tournée, mais les années 52 et 53 sont très très riches en tournée. Il y avait très très riches, 150 dates en 52, 165 dates en 53. Donc, voilà. Donc il a passé plus de temps avec Patachou qu'avec Jeanne et Pupchen réunis. Mais là, l'histoire d'amour s'arrête à la fin 1953. Alors Patachou est mariée, bien sûr. Elle est mariée et elle part aux États-Unis
à la fin de l'année 1953, poursuivre son mari. Bon, donc l'histoire d'amour s'arrête là. Il y a une correspondance encore qui existe en 54-55, mais bon, ils ne se voient plus. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, les histoires d'amour de Brassens se calment, ou en tout cas on ne les connaît pas, et puis bon, après tout, on s'en fiche un peu. Mais c'était important que je vous mentionne Patachou, parce que Patachou, Pupchen et Jeanne sont vraiment les trois femmes de sa vie. Vous avez bien compris qu'il a vécu entouré de femmes, hein. Sa mère, sa sœur, Jeanne, Pupchen, Antoinette, aussi la tante, et Patachou. Voilà, ça c'est les femmes de sa vie qui ont compté. Alors on a souvent dit que Brassens était misogyne, phallocrate, on a même dit qu'il était homophobe, même misandre. On a dit beaucoup de bêtises là-dessus, parce qu'en fait, moi je dis que Brassens était plutôt un grand féministe. Quand on voit les chansons extraordinaires qu'il a écrites sur les femmes, on ne peut absolument pas le taxer évidemment pas de misogyne, encore moins de phallocrate. Par exemple, la chanson Le Blason, qui est la plus belle chanson qui se puisse être écrite sur le sexe féminin. Elle est de toute beauté. Parce que le sexe féminin, on utilise des mots qui ne sont pas très jolis. Et donc là, Le Blason, c'est vraiment la magie. Je crois que là, il a eu un coup de génie lorsqu'il a écrit cette chanson. Mais il y en a plein de chansons, de très très belles chansons. On a parlé de Saturne tout à l'heure, il y en a des tas. Où la femme est glorifiée. Embrasse-les tous, par exemple, ça c'est une vraie chanson féministe. C'est une chanson sur la femme libérée, la femme libertine même. Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas, on écrivait peu, en tout cas on ne chantait pas ce type de comportement. Vous savez, à l'époque on disait quand un homme a plusieurs femmes, c'est un don Juan, et quand une femme a plusieurs hommes, c'est une salope. Donc, pour résumer, c'était quand même ça. Et Brassens a été un des premiers, je dirais, féministes à glorifier, à reconnaître en fait que la femme avait le droit aussi d'avoir plusieurs hommes. Et je crois que les féministes ont raté quelque chose à un moment. Dans les années 70, je pense qu'elles ont raté un truc en le taxant de misogyne, mais bon. Donc là on avance un peu, 52, 53, donc ces années sont des années très très riches. Mais ce sont des années où il commence, il a du succès, il commence à être une vedette reconnue, donc il se cache en fait. Mais par contre ce sont les années où il commence à revenir à Sète. Parce que là il n'est pas revenu à Sète pendant des années, il est resté parisien. Il s'est éloigné de Sète pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et là il commence à revenir petit à petit. En 54, 55, là on commence à avoir des photos, des films, il s'achète une caméra, et là on a toutes les photos où il est sur des temps de taux avec ses copains, il s'achète un premier bateau, puis un deuxième. Voilà, donc les étés se passent à Sète, la réconciliation a lieu, la réconciliation commence avec la ville de Sète. Avec les copains tout va bien, mais bon, il y a encore des sycophantes du pays qui disent encore du mal de Brassens. Et même moi, il y a une dizaine d'années, quand j'ai écrit mon premier livre sur Brassens, que j'ai interrogé des Sétois, j'ai des grands-mères qui m'ont dit « Mais Brassens, c'était quand même pas quelqu'un de bien, il a quand même fait des bêtises quand il était jeune. » Oui, même il y a 10 ans, on disait encore ça. Bon, maintenant, ça s'est un peu calmé, puis je dirais que le centenaire est totalement oublié, bien sûr. Même on nous dit le contraire, il a bien fait de faire ça. Voilà, donc on arrive dans les années 60. Et les années 60, il y a un truc incroyable qui se passe, c'est des journaux qui s'acharnent sur Brassens, qui lui trouvent... alors, il commence à dire qu'il a un cancer, puis 2, puis 3, qu'il va bientôt disparaître, qu'il est au bout du bout. Alors, je crois que c'est 61, les premiers articles, bon, c'est terrible. Et ce n'est pas que ici Paris, France Dimanche, c'est vraiment tous les journaux, les hebdos, les quotidiens, les mensuels parlent de cette maladie supposée de Brassens. Alors il est malade quand même, il a des calculs rénaux, donc il a une première opération en 60, il en a une autre en 61, mais bon, voilà, c'est pas non plus un cancer, il est quand même pas, c'est pas ce qui va le faire mourir tout de suite en tout cas. Et donc pour se venger, il va écrire une chanson incroyable qui s'appelle Le Bulletin de Santé. Donc on va en écouter un ou deux couplets, si tu peux bien, Pierre. J'ai perdu ma bajou, j'ai perdu ma bedaine,
haine, et ce d'une façon si nette et si soudaine, qu'on me suppose un mal qui ne pardonne pas, qui se laisse culapper, le laisse baba. Le monstre du Loch Ness ne faisant plus recette, durant les moments creux dans certaines gazettes, systématiquement les nécrologues jouent à me mettre au linceul sous les feuilles de chou. Or lassé de servir de tête de massacre, des contes à mourir debout qu'on me consacre, moi qui me porte bien, qui respire la santé, je m'avance et je crie toute la vérité. Voilà, donc, et là il va être assez méchant en fait dans cette chanson. Et il dit en substance, en fait, si je suis malade, si j'ai maigri, c'est pas du tout parce que j'ai le cancer, mais c'est parce que je baise, parce que je baise, parce que je baise, en fait, c'est ça. Comme une bête, une brute. Pardon ? Comme une bête, une brute. Ouais. Je suis hanté, le ruc, le ruc. Je suis hanté, le ruc, ouais, c'est ça. C'est le refrain de la chanson, c'est magnifique. Et ça, c'est un vers de Mallarmé. Je suis hanté, l'azur. C'est ça. C'est que Brassens a beaucoup déformé les chansons et les poèmes des autres. Il a défigé des expressions qui étaient dans le langage courant, et ça, bon, ça nous entraînerait beaucoup trop loin. Donc je continue le parcours. On est dans les années 60, et là il va encore se passer un truc incroyable. C'est la sortie de deux chansons. L'une s'appelle Les Deux Oncles, l'autre s'appelle L'Attendu. Alors là, il est dans la Seconde Guerre mondiale. Les Deux Oncles, en fait, il renvoie, en substance, dans la chanson, il renvoie dos à dos les collabos et les résistants. C'est évidemment insupportable. Donc il a tous les anciens combattants qui lui tombent dessus. Et alors les anciens combattants, les résistants, tout le monde lui tombe dessus en fait. Alors que cette chanson, c'est une chanson d'anard, c'est une chanson d'anarchiste en fait. Il renvoie dos à dos effectivement, lui qui n'a jamais voté, lui qui n'a jamais fait de politique. Pour lui, il met dans le même moule effectivement les camps opposés, c'est-à-dire les Anglais et les Allemands. Dans sa chanson, c'est ça en fait. Alors bon, là on pourrait discuter beaucoup. Alors, là il y a énormément d'articles qui sortent en disant Brassens c'est un salaud, c'est un collabo, il met sur le même plan les nazis et les communistes. En fait, en substance c'est ça, mais bon, alors que c'est pas du tout la même chose. Et la deuxième chanson c'est L'Attendu, et donc dans L'Attendu il défend en fait les femmes tendues, celles qui étaient accusées de collaboration horizontale. Il les défend de manière importante, et je crois qu'il a raison. Et c'est là aussi que l'aspect féministe du personnage ressurgit. Elles avaient effectivement le droit de coucher avec qui elles voulaient, allemands, français, peu importe, à la limite, c'est ce qu'il disait. Il disait d'ailleurs les Français en Allemagne couchaient bien avec les Allemandes, et on ne les a pas tendus pour autant. Bon. Et ça crée une certaine tension dans le monde des médias des années 64-65. L'humanité est assez violente en fait envers Brassens, alors que jusqu'à présent l'humanité soutenait Brassens depuis les années 50, même à l'époque de la Fédération anarchiste, alors que les anards et les communistes ne sont pas vraiment très copains, mais l'humanité elle a toujours soutenu. Et là donc le soutien s'arrête en 64. Et donc là il va encore écrire une autre chanson, mais encore plus violente, qui s'appelle Les Trompettes de la Renommée, dans laquelle il fustige les médias. Je vivais à l'écart de la place publique, serein contemplatif, ténébreux bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Les gens de bons conseils ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre, et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchés. Et donc là, il va taper fort sur les journaux de l'époque. Il va raconter qu'il couche avec les femmes des rédacteurs en chef.
Et voilà, donc, bon, je ne sais pas s'il a fait, il a peut-être fait, mais bon. En tout cas, il se venge de ces articles assez violents. Le temps passe, on arrive en 68. Alors 68, on peut imaginer que Brassens aurait pu descendre dans la rue, aller sur les barricades, mais pas du tout. Lui, quand il est interviewé, il dit ben, moi, en mai 68, je faisais des calculs. Il avait toujours cette maladie rénale, donc il faisait des calculs rénaux à l'époque, et maintenant ça c'était son jeu de mots. Je faisais des calculs pendant ce temps-là. Il va écrire une chanson 2 ans après qui s'appelle Le boulevard du temps qui passe, qui raconte en fait ce qu'était 68, et pour lui, évidemment 68 c'était une erreur, ou en tout cas c'est pas ce qu'il aurait fait en étant anarchiste, mais en même temps, il était anarchiste, il était libertaire, mais il ne donnait pas de leçons, hein, bien sûr. Il n'a jamais donné de leçons de sa vie. Il disait en substance, moi j'essaye de me comporter d'une certaine manière, j'essaye de me comporter le mieux possible, d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, et j'espère que les autres feront de même. C'était ça sa philosophie, la philosophie brassensienne, c'était ça. Espérer que les autres fassent de même en essayant de se comporter le mieux possible dans la vie. Donc c'était pas du tout une idée ni sociologique ni politique, donc, puisque j'ai dit il ne votait pas et donc il ne donnait absolument aucune leçon. Et donc il disait mai 68 finalement ça n'a pas servi à grand chose. En fait si ça a servi, mais bon, il disait lui son idée c'était de dire ça sert à rien de descendre dans la rue. D'ailleurs il avait une opposition forte avec Jean Ferrat. Il a écrit une chanson qui s'appelle Le Pluriel, Brassens, où il dit quand on est plus de 4, on est une bande de cons. Et voilà, donc pas de défilé, pas de manif, pas de syndicat, pas de regroupement humain. Il dit à partir d'un certain nombre, on n'est pas bon, on ne fait pas bien les choses, on ne réussit pas. C'était exactement l'inverse de la théorie de Ferrat, qui lui était plutôt orienté communiste et qui disait c'est en groupe, en ligue, en procession qu'il faut se regrouper pour réussir dans la vie. On ne peut réussir que si on est nombreux, que si on se regroupe, que si on a des mêmes idées qu'on peut mettre en avant, qu'on peut développer. Voilà. Donc ils se sont toujours opposés là-dessus, ils se sont appréciés tout de même, hein. Mais il y a eu une opposition forte d'un point de vue éthique, politique, sociologie et philosophie. On va peut-être écouter Le boulevard du temps qui passe. Donc il a écrit cette chanson, qui est une chanson pas très sympa sur mai 68 d'ailleurs. Dans la mare de leur canard, nous avons ces goguenards, force pavée quelle tempête. Nous n'avons rien laissé debout, flanquant leur credo, leur tabou, et leur vieux cupard de tête. Quand sonna le cessez-le-feu, l'un de nous perdait ses cheveux, et l'autre avait des dents peu grises. Nous avons constaté soudain que l'été de la Saint-Martin n'est pas loin du temps des cerises. Oui, le temps des cerises, ça nous ramène à la commune. Donc, vous voyez que là aussi, il n'était pas très chaud pour ces révolutions ou pour ces révoltes, qu'elles soient étudiantes, ouvrières ou autres. On passe dans les années 70. Alors les années 70, le succès continue à croître, il ne cessera jamais. Il fait, par exemple, en 69, il a fait Bobino pendant 3 mois. Et en 1976, donc ce sera son dernier Bobino, il va le faire pendant 6 mois. Octobre 76, mars 77. C'est colossal, c'est jamais arrivé depuis. Puis je pense que plus personne ne reste 6 mois à l'affiche aujourd'hui. Maintenant on fait des stades, hein, donc je ne sais pas si Brassens aurait rempli des stades, probablement pas, parce que avec l'orchestration minima qu'il avait. Alors justement, l'orchestration, je fais une parenthèse, mais ce qui fait la force de Brassens et ce qui fait qu'il est devenu intemporel, c'est son orchestration minima, c'est-à-dire voix, guitare, contrebasse. Sur scène, il n'a que ça. Sur les disques, il a une deuxième guitare, et c'est tout. Ce qui fait que
on n'entend pas la richesse de la musique, on l'entend peu, en fait. Et c'est pour ça qu'après, quand des jazzmen ou des folk singers ou des bluesmen reprennent des chansons de Brassens, on a l'impression que ça éclate, on se dit, mais c'est pas lui qui a écrit ça, alors que si, c'est bien lui qui a écrit la musique, et sa richesse transparaît effectivement quand ce sont d'autres qui l'interprètent. Ou quand c'est, par exemple, Jean-Claude Vanier, donc en musique classique, on entend des cymbales quand on a un orchestre de 60 musiciens, c'est absolument fabuleux, on entend vraiment toutes les subtilités de ses harmonies, de sa mélodie. Voilà, donc là je referme la parenthèse sur l'aspect musical qui est très très riche, ça demanderait une conférence uniquement sur le sujet. Je vais terminer par la fin de vie, une fin de vie un peu triste en fait. Il a un cancer qui est détecté très tard, fin 1980, par le professeur Schwarzenberg, un cancer des intestins, donc opérable, mais donc il est opéré une fois, deux fois, trois fois en 1981. Ça se passe mal, c'est probablement déjà généralisé. Et il va finir ses jours, en fait, chez son chirurgien, son dernier chirurgien à Saint-Gély-du-Fès, un petit village au nord de Montpellier, qui va être en quelque sorte sa dernière famille. Donc lui est chirurgien, Maurice Bousquet, et sa femme est infirmière, donc ils vont soigner Brassens jusqu'au bout, jusqu'au 29 octobre 1981. Donc il va fêter ses 60 ans le 22 octobre 1981, et le 29 octobre, donc il va mourir, donc il sera enterré en toute confidentialité 2 jours après, puisqu'il voulait être enterré dans l'intimité, quelques amis, la famille. Il sera enterré au cimetière des pauvres, selon son souhait, non pas le cimetière marin. À Sète, il y a 2 cimetières. Il y a le cimetière marin qui est le cimetière des riches, et donc là où sont enterrés Jean Vilar, Paul Valéry, tous les grands jouteurs, parce que ce sont des grandes figures à Sète, où tous les grands pêcheurs sont enterrés au cimetière marin. Et de l'autre côté, donc lui donne sur la mer, et de l'autre côté de Sète, donnant sur l'étang de Thau, il y a le cimetière des pauvres, le cimetière du Puy, qu'on appelle le cimetière des pauvres. Donc là, il est enterré Brassens, face à l'étang, donc l'étang qu'il adorait, sur lequel il allait canoter. Voilà, donc voilà la vie de Brassens. On va terminer par une chanson qui est en quelque sorte l'hymne C'est toi, qui est la plus longue chanson de Brassens. Elle fait 7 minutes 18. C'était pas dans les standards de l'époque, une chanson qui se fait à peu près 3 minutes. Hein. Et il a écrit une chanson très courte, qui est Le Vent, 1 minute 20, et puis une très longue, celle-ci, donc La supplique pour être enterré sur la plage de Sète. C'était son souhait, mais c'était un joke évidemment, hein, être enterré sur la plage de la Corniche. Mais il n'en est pas très loin, puisque c'est à quelques centaines de mètres que se trouve le cimetière du Puy. Donc on va entendre quelques couplets de cette magnifique supplique pour terminer cette autopsie. Quand mon amour a pris son vol à l'horizon, vers celle de Gavroche ou de Mimi Pinson, celle des Titi, des Grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un shopping du Paris Méditerranée. Terminus en gare 7. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf, vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard, et je ne peux prédire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Juste au bord de la mer, à le pas des flots bleus, creusez si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance et dauphins,
le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. Super, merci Pierre. Encore une belle chanson autobiographique. Il raconte là-dedans ses premières amours, notamment avec une sirène, une femme poisson qui lui a fait avaler sa première arête. Et en fait, ce premier amour dont il parle, c'était une nageuse du club des dauphins de Sète. Voilà. Merci Pierre de m'avoir brillamment accompagné pour cette causerie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut dialoguer, on fera circuler le micro. On a un deuxième micro? Non? Celui-ci. Est-ce qu'il a connu la guitare? N'hésitez pas. Moi, je voudrais savoir quand est-ce qu'il a connu la guitare. Alors la guitare est venue très très tard en fait. C'est Jeanne qui lui a offert sa première guitare en 1947. Donc de 40 à 47, il ne travaillait que le piano. Et je dirais même que toutes ses compositions, il ne les a travaillées qu'au piano. En fait, après, il avait des orgues, il avait 3 orgues, il avait des maisons de campagne dans lesquelles il avait ses orgues. Donc il a toujours tout composé au piano. La guitare ne lui servait qu'à interpréter ses chansons. Sur la musique aussi, je voudrais dire une chose, c'est qu'il n'a jamais su écrire une partition musicale. Donc il n'écrivait pas de musique comme la plupart des musiciens écrivent les notes sur des partitions. Lui non, il a enregistré tout ce qu'il composait quand il essayait ses musiques à l'orgue. Il a enregistré et c'était quelqu'un d'autre, un musicien qui retranscrivait sur les partitions. Alors, il y a une anecdote intéressante, c'est pour rentrer à la SACEM, il faut quand même, à un moment donné, il faut écrire, être capable de prouver qu'on est capable d'écrire une musique. Et donc, l'examen, on ne sait pas ce qui nous attend, c'est sur un thème donné. Et donc, il avait appris une 50aine de chansons sur des thèmes très très différents. Il les avait appris par cœur, il avait appris la manière de noter les notes sur une partition, et il a refait de mémoire une des chansons qu'il avait apprises par cœur grâce à un musicien. Voilà, donc ça c'est assez fabuleux. Autre question? Oui. Moi, je suis étonnée qu'il soit parti pour le STO en Allemagne. Je trouve que ça ne cadre pas avec le personnage. Ça ne cadre pas du tout avec le personnage, je suis d'accord. Normalement, il aurait dû rentrer dans la résistance au minimum. Mais à Paris, en fait, il a été réquisitionné. C'est compliqué, en fait. 43, bon, on est en mars 43. Hein. Donc, la résistance, il aurait pu rentrer avant, fin 42. Parce qu'il y avait, dans le quartier du 14e, il y avait un réseau important, notamment dans ce qu'est la fédération anarchiste, en fait, utilisait ce bistrot, qui était un haut lieu de la résistance, en fait. Pas un lieu où les résistances se rencontraient. Mais bon, c'était un des rares endroits à Paris où on résistait encore. Ça ne correspond pas du tout avec le personnage, je suis tout à fait d'accord. Avec l'anarchiste libertaire. D'autres questions? Pareil tout de suite de sa relation avec Jean Ferrat. Moi j'ai l'impression, qu'il tâte Jean Ferrat des fois dans des chansons, Brassens, je ne suis pas certain comme bien c'est sur l'avenir de l'homme, et qu'à l'inverse, Jean Ferrat, lui, écrit des textes plutôt agréables pour Brassens, du type Son reflet de ta moustache, etc. Donc, oui, il a écrit une chanson sur Brassens qui s'appelle À Brassens d'ailleurs, oui, voilà. En 1933 dans le disque de Nuit et Brouillard. Ouais, Oui, tout à fait. Il y en a un qui tâte et que, Oui. Et c'était quoi leur problème? Mais le problème... Non, ils s'aimaient tous les deux. Sauf qu'ils se sont... Alors, ils s'aimaient beaucoup, mais au niveau politique, pas du tout. Donc, tant qu'on ne parlait pas politique, tout allait bien. Mais ils se sont quand même répondus en chanson. Par exemple, quand il écrit le pluriel, Ferrat lui répond avec la chanson en groupe, en ligue, en procession. Et il dit dans la chanson, il dit en substance, il termine, et quand on est con, on le reste. Voilà, la fin de sa chanson, c'est ça. Hein, le pluriel, c'est quand on est 4, on est une bande de cons. Il termine en groupe, en ligue, en procession. Parce que pour lui, c'est ça, Ferrat. Et il dit quand on est con, on le reste. Donc voilà, ils se sont répondus en chanson. Comme à une époque, Johnny et Antoine s'étaient répondus avec le cage
le fait de mettre Johnny en cage à Medrano, qui avait chanté Antoine dans les élucubrations, là. Donc, mais ils étaient pas copains, ils se fréquentaient pas, hein, quand même. Ils se voyaient sur les plateaux télé, et ils n'étaient pas potes comme ils l'étaient, par exemple, Brassens, il était très pote avec Lino Ventura, avec Raymond DeVos, avec René Fallet, avec Bobby Lapointe, mais pas avec Ferrat. Il était très peu ami avec les gens du métier, en fait. Très peu. Avec Brett, ils ont fait quelques bringues ensemble. Ils ont habité un moment à côté. Oui. Justement, j'allais parler de cela, si vous pouvez parler de la photo avec Ferré. Ah, la fameuse, oui, les trois sur la photo. Alors ça, en fait, c'est l'unique rencontre, c'est l'unique fois où ils se retrouvent tous les trois ensemble. 6 janvier 1969. Donc c'est une rencontre qui est organisée par un monsieur qui s'appelle François-René Christiani, qui était à Orgenfolk à l'époque. Et donc l'idée c'était de faire une rencontre des trois géants qui n'avaient jamais eu lieu. Donc vous l'avez peut-être entendu ou lu, c'est une rencontre riche et qui a été enregistrée par RTL, qui a été diffusée une semaine après sur les antennes de RTL. Et c'est l'unique moment où ils se rencontrent tous les trois. Bon, Brel et Brassens étaient déjà très copains, mais Ferré, lui, rêvait de rencontrer Brassens. C'était son rêve absolu. Et Brassens, finalement, c'est pas très bien passé. Ils ne se sont plus revus. Et dans cet entretien, Ferré dit ce qui serait bien, c'est de se retrouver sur scène un jour, de faire quelque chose ensemble. Un disque, puis ça s'est jamais fait. En fait, Ferré n'a pas relancé. Alors, il faut dire que Ferré, à ce moment-là, c'est à l'époque où il y a les problèmes avec Pépé, avec la Guenon. Donc là, il a divorcé à ce moment-là, donc il a eu une autre vie. Il a vécu en Italie, donc après, bon, ça s'est pas fait, voilà. Puis il y en a un qui est mort très tôt, enfin, Brel en 78, Brassens 81. Bon. Mais c'est dommage, effectivement, ça aurait eu de la gueule, je pense. Oui. Oui. Tout à l'heure, on a parlé des passantes, mais il me semble me rappeler que les passantes, c'est pas un texte de Brassens. Pas du tout, non, il est d'Antoine Paul. Voilà. C'est un texte qui a été écrit en 1911. Oui. En fait, l'histoire est belle parce qu'en 1942, donc à cette époque-là, il se nourrissait de 42-43, il se nourrissait dans la bibliothèque du 14e arrondissement, mais il allait faire des puces aussi. Et donc il tombe sur ce recueil des passantes qui s'appelle Émotion poétique, un petit recueil de poésie, donc d'Antoine Paul, totalement inconnu. Et l'anecdote est intéressante, c'est qu'il s'ouvre à la page 17. En fait, dans un livre, il y a des cahiers, et donc les pages, quand on l'ouvre pour la première fois, les pages s'ouvrent par bloc, en fait. Elles n'étaient pas coupées. D'accord ? Et donc, il ouvre le recueil, et à la page 17, il y a les passantes. Et donc, il tombe en amour devant cette chanson, qui est très longue d'ailleurs. Et il va la mettre en musique très vite. Dans les années 40, il met les passantes en musique. Mais en fait, il va attendre 30 ans avant de l'enregistrer. Parce qu'il a demandé à Gibraltar, son secrétaire, de retrouver Antoine Paul. Il n'a jamais pu le faire. Et en fait, lorsqu'il va enregistrer la chanson, il va dire, c'est d'après Antoine Paul et tout. Et donc, il demande toujours. Hein, et en fait, au moment où enfin Antoine Paul apparaît, il est mort. En fait, c'est sa veuve qui dit, ben voilà, il est mort il y a 3 mois. Ouais, c'est un rendez-vous raté. Mais c'est effectivement une des plus belles chansons, oui. Oui, tout à fait. Très belle chanson. Justement sur ces femmes que l'on n'a pas vues, que l'on a croisées, et qu'il aurait pu écrire lui-même. Et c'est une chanson la plupart des chansons qu'il a reprises, il a enregistré une quinzaine de poèmes d'autres poètes. Il a enregistré Victor Hugo, Verlaine, Paul Fort, beaucoup. Et à chaque fois, il prend les couplets qui l'intéressent, les couplets qui sont, comment dirais-je, d'abord qui tiennent dans une chanson, dans les 3 minutes. Donc déjà, il y a cette contrainte, parce que les passantes sont très longues. Et il a fait pour Lamartine où se faut penser des morts, qui est un poème qui n'en finit pas. Et donc, il en tire la substantifique moelle de manière brillante, je trouve. Les passantes, c'est un superbe exercice, parce qu'effectivement, les strophes qu'il a mises de côté, elles sont moins
moins intéressantes. C'est peut-être parce qu'on les a moins entendus aussi. Hein. D'autres questions? Oui. Vous avez parlé de l'œuvre autobiographique de Brassens, et vous n'avez pas parlé de François Villon. J'ai pas parlé de François Villon, j'ai pas parlé de... Effectivement, j'ai pas parlé de ses inspirateurs, parce qu'ils sont nombreux. Et François Villon, c'est le premier inspirateur, oui. Et d'ailleurs, il a écrit une magnifique chanson là-dessus, c'est le Moyen-Âgeux. Il aurait aimé, il aurait adoré vivre au Moyen-Âge. Vivre à l'époque de François Villon, à l'époque des voleurs, des bandits de grand chemin. Je pense qu'il s'est retrouvé dans François Villon. Oui, et quelque part, il a un peu vécu à cette manière-là, un peu. Oui, tout à fait. Il a eu beaucoup d'inspirateurs, hein, beaucoup. Ça serait long de vous parler de tout ça. Encore d'autres questions? On fait une pause? 100 ans après, aucun ne sort, il manquait encore. Merci Pierre. Voilà, alors, j'ai